C'est à l'extrême est du département que nous vous emmenons aujourd'hui à la frontière avec l'Alsace. Nous partons découvrir un village situé à 640 mètres d'altitude, une commune où le développement durable et la cause écologique priment. De nombreux habitants l'ont rejoint en partie pour ces raisons. Aujourd'hui, le village de la Grande Fosse se remet d'une longue période de déclin démographique et compte près de 150 habitants. Nous partons en rencontrer 3 d'entre eux, focus sur un incontournable ici, le verger conservatoire avec l'ancien maire Bernard Metz. Sur la pétillante des Vosges, une limonade imaginée par Emmanuel Claus. Mais pour débuter, nous sommes avec vous. Alain Haas, vous êtes le maire de la commune depuis très récemment, depuis la dernière élection en 2020. Pourquoi avoir voulu prendre les rênes de la commune ? Alors ça s'est fait naturellement puisque je faisais partie de l'ancien conseil municipal. La politique ici qui était menée par mon prédécesseur m'a motivé à prendre la suite, à trouver des personnes qui étaient également motivées dans le développement durable, dans la gestion des problématiques qui allaient survenir. Et c'est la raison pour laquelle je me suis présenté aux élections. Alors je le disais en introduction, la Grande Fosse c'est un village très impliqué en matière d'écologie, vous le disiez également. Et ce depuis de nombreuses années, ça a toujours été une politique en tout cas très développée par l'ancien maire et que vous poursuivez aujourd'hui. C'est ça. Ça fait 25 ans que mon prédécesseur a mené une politique très engagée au niveau du développement durable, des énergies renouvelables. Aucune décision ici n'est prise sans le focus de l'avenir et l'avenir que nous réservons à nos enfants. Alors les éoliennes ont beaucoup fait parler d'elles et parler du village. Où ça en est aujourd'hui? Quel est le bilan qu'on tire? Comment ça se passe? La Grande Fosse est impliquée dans une société d'économie mixte, ce qui implique un certain nombre d'engagements, c'est-à-dire que nous, ici à la Grande Fosse, nous ne sommes pas en attente de dividendes sonnantes et trébuchantes. Simplement, les dividendes qui vont être versés vont être réutilisés et réinjectés dans des projets de politique de développement durable ou d'économie d'énergie. Voilà, l'idée, c'est que ça resserve finalement pour d'autres projets. Justement, est-ce qu'il y en a d'autres? Parce que il y a les éoliennes, on en parlait. Il y a également la centrale photovoltaïque sur le toit de l'église. C'est ça. Il y a le cadastre solaire aujourd'hui. Est-ce qu'on a encore d'autres projets sur la commune? Alors les projets en tant que tels ne sont pas actuellement développés. Simplement, le cadastre solaire va nous permettre éventuellement de réfléchir à une centrale villageoise. Ça, c'est le gros projet de cette mandature. On disait que la Grande Fosse a connu un important déclin démographique dans les années 70-80. Aujourd'hui, ça remonte. Vous êtes plein, si on peut le dire comme ça, 140 habitants. C'est aussi cette dynamique autour du développement durable qui attire des nouveaux habitants? Oui, absolument. C'est-à-dire que lorsque j'accueille les nouveaux habitants, ce qui les amène à la Grande Fosse, c'est effectivement la politique qui a été menée depuis 25 ans en termes de développement durable, en termes d'énergie renouvelable. C'est vraiment ce qui attire les nouveaux résidents. Donc on peut dire que ça va chez vous à la Grande Fosse? Ça va très bien chez nous à la Grande Fosse. Est-ce qu'il y a d'autres projets hors développement durable, hors écologie pour la commune? Alors hors développement durable et écologie, non, il n'y en a pas trop, puisque c'est quand même notre cheval de bataille. Le grand défi qui se pose à nous, ça sera effectivement la gestion de la forêt dans le futur, puisque très impactée par les problèmes de scolytes. Un peu moins ici, puisqu'on a une belle forêt relativement mixte, donc un petit peu moins impactée. Voilà, il faut qu'on réfléchisse à comment on va gérer la forêt du futur. Ça, c'est un des grands défis. Et sur des projets un petit peu plus humbles, on va dire, la création d'une pépinière communale qui va nous permettre de bouturer des plants, qui vont nous permettre de replanter des haies, des choses comme ça. Voilà. Alors on va peut-être parler du site où nous sommes aujourd'hui. Dites-nous où vous nous avez emmenés et pourquoi. Alors ici on est sur le site des Cimes Argentées. Ici en contrebas, c'est l'ancienne piste de ski de la Grande Fosse où beaucoup de gens des alentours ont appris à skier dans les années 70-80. Qui avait été un projet à l'initiative des jeunes du village de l'époque. C'est aussi le départ de nombreuses balades autour de la Grande Fosse qui rejoignent soit notre arboretum, soit font le tour vers les éoliennes et rejoignent le bas du village. Donc un site emblématique. Pas de projet de remise en service d'une station? Ah non, pas pour l'instant, non. Merci Alain pour votre accueil ici à la Grande Fosse. Nous continuons notre découverte du village avec Emmanuel Claus et sa limonade, la pétillante des Vosges. Une trop forte teneur en sucre dans les sodas industriels l'a poussé à fabriquer sa propre limonade. Auparavant cadre d'une entreprise de plasturgie, Emmanuel Claus s'est lancé en 2016 et propose depuis une gamme de près de 10 saveurs, locales ou plus originales. Pourquoi, comment, il nous dit tout. Emmanuel, merci de nous accueillir ici. Alors pour nous parler de la pétillante vosgienne,
J'en ai dit quelques mots pour vous présenter. Vous en aviez assez de tout ce sucre et vous vouliez proposer une alternative. C'est comme ça que est venue l'appétit en Vosgien? Tout à fait. La naissance de mes produits est venue de ce principe-là, avec un besoin d'avoir moins de sucre dans tout ce qui est soda. Le sucre n'apporte pas beaucoup de saveur ni de goût. J'ai préféré avoir la saveur et le goût plutôt que d'avoir le sucre. Vous passez donc de la plasturgie à la limonade. Alors, ce n'est pas du tout le même domaine. Comment on arrive à passer de l'un à l'autre comme ça? Des formations ou on se forme tout seul? Alors, il n'y a aucune formation qui existe au niveau de la limonaderie. Donc, ça a été fait de manière empirique. J'ai fait des essais avec des premières fûts de 20 litres. J'ai démarré comme ça, en gazéification sur des produits. Et Internet aide beaucoup pour découvrir ce genre de savoir-faire. Alors, moins de sucre donc, une eau de source locale, des saveurs locales aussi majoritairement. On reste dans le local, c'est ce qui était important pour vous? Oui, tout à fait. Mes produits actuellement ne sont distribués que dans le Grand Est. Je n'ai pas une vocation à avoir une nationalisation. Je veux rester petit pour rester dans le monde artisanal et avoir des produits très locaux, dans la mesure du possible, bien entendu. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi du coup comme produit? Vous avez commencé avec quoi? Comment ça s'est passé? Alors, le début, ça a commencé par la limonade traditionnelle, la nature, avec la petite pointe de citron, parce que c'est ce que les gens demandent et recherchent. Après, j'ai voulu varier, étendre un petit peu une gamme de produits, avec des produits locaux, comme la myrtille, comme la mirabelle, la bergamote, que j'ai voulu travailler dans un premier temps. J'ai eu la chance aussi de travailler la fleur de sureau, avec des produits très locaux, parce que c'est moi-même qui vais ramasser les fleurs de sureau et qui les transforme, pour avoir une idée. Et au fur et à mesure des années, la gamme s'est étendue, s'est développée, avec l'arrêt de certains produits, la naissance de nouveaux. Alors j'imagine que vous n'allez pas tout nous dévoiler, mais comment on fait de la limonade? Alors c'est relativement simple. Il faut de l'eau, du sucre, de la gazéification et beaucoup de temps. Ça, c'est très important, c'est d'avoir du temps. Il faut laisser du temps pour avoir quelque chose de finement pétillant. Je travaille toutes mes limonades en recirculation dans un fût, ce qui me permet d'avoir une gazéification fine, une fine bulle. Je n'aime pas avoir une bulle qui est trop importante au niveau des limonades. Très précis. Alors avant de trouver le bon dosage, il y a eu beaucoup de tests. Beaucoup d'essais, beaucoup de déchets. Et au bout de combien de temps vous avez réussi finalement à trouver votre dosage? Oh, il s'est passé une bonne année. Une bonne année, donc. Oui, et en plus, il a fallu changer les mentalités parce que je travaille avec 0 colorant dans toutes mes limonades. Et la plupart des gens voulaient malheureusement du colorant. Ils voulaient que l'amande soit verte, que le citron soit jaune. Et changer ces mentalités-là, c'est très, très compliqué aussi de dire que le colorant n'apporte rien. Alors, une autre manière de vous démarquer également, c'est l'absence d'étiquette collée oui. sur les limonades. Hein. Seulement, on parlera des bières juste après. C'est à la fois pratique et original. Oui. Alors au début, j'ai essayé de concevoir mes produits pour dire de réutiliser ces bouteilles. D'où la venue de la cravate, pour dire la facilité de démontage. Je me suis aperçu qu'en fin de compte, les gens récupéraient ce genre de bouteilles très facilement, les conservaient. Donc le taux de retour est vraiment très très faible. Les gens conservent ces bouteilles. Alors 5 ans que l'activité existe maintenant, quel est le bilan que vous tirez de cette activité, cette reconversion finalement? Très très bien, tout se passe bien, la reconnaissance commence à être là, les produits sont connus, commencent à être connus et reconnus, donc tout va bien. Alors on a parlé principalement de la limonade, mais on voit aussi la petite production de bière artisanale. Tout à fait. C'est né en même temps? C'était une volonté de faire proposer autre chose? Non, c'est pas né du tout en même temps, c'est né il y a 2 ans environ, où je ne dis pas que j'avais fait le tour sur mes limonades, absolument pas. Mais par contre, j'ai voulu me diversifier un petit peu pour faire quelque chose de différent. J'ai eu l'occasion d'accéder à des brasseurs qui m'ont un petit peu donné le virus. Le côté cuisine m'a énormément plu parce qu'effectivement, on s'aperçoit que c'est beaucoup de la cuisine avec des notions de température, d'ingrédients, de temps. Donc c'est ce côté-là très ludique et très sympa qui est très intéressant dans le monde de la brasserie. Et après, c'est un monde qui est très convoité, hein, dans les Vosges, surtout la microbrasserie, on entend beaucoup parler. Est-ce qu'on arrive à se faire une petite place? Oui, je pense qu'il y a pas de souci de place dans le sens où chacun peut proposer des bières différentes et il faut surtout laisser le choix aux clients en fonction de leurs appréhensions, de ce qu'ils ont besoin, de ce qu'ils aiment surtout. De ce qu'ils aiment surtout, donc une gamme de une bonne dizaine de saveurs aussi. Voilà. Justement, où on peut les retrouver, ces produits, donc dans tout le Grand Est, vous nous l'avez dit. Mais... Alors effectivement, tous mes produits sont distribués dans le Grand Est, principalement dans tout ce qui est épicerie fine, magasins spécialisés. C'est vraiment mon secteur de distribution.
Merci Emmanuel pour votre accueil ici à la pétillante Vosgienne. Nous partons nous à la rencontre de notre dernier invité, direction le Verger Conservatoire. Une collection d'arbres fruitiers, arbustes et petits fruits adaptés au climat montagnard peuple le verger conservatoire du village. Témoin du patrimoine paysager, fruitier et bâti de la commune, le verger fait partie des 4 créés par le département à la suite de la tempête Lothar en 1999, avec des missions de préservation du patrimoine et de transmission du savoir-faire. Bernard, merci. Nous sommes avec vous ici sur le Bonjour. Verger Conservatoire. Alors vous êtes l'ancien maire de la commune. Je suis l'ancien maire de la commune. Pendant plus de 20 ans. Difficile, voire même impossible de ne pas parler de la tempête de 99 quand on évoque le Verger Conservatoire. Tout à fait, parce qu'en fait, ça nous a donné le prétexte d'une politique de réouverture des paysages et de redynamisation de cette ceinture de verger qui était complètement enfrichée et enrésinée autour du village. Donc on a profité, on a fait d'une pierre deux coups, même d'une pierre 3 coups, paysage, biodiversité et verger pour revaloriser les arbres fruitiers de moyenne montagne. C'était un appel à projet, enfin en tout cas un appel pour remettre des vergers, et puis avec aussi l'opération 1000 greffons qui avait été Voilà, c'était lancée. une demande du conseil départemental, conseil général à l'époque, et on a répondu en mettant en avant notre sensibilité de vergers de moyenne montagne, quoi. Parce qu'on se disait qu'il ne fallait pas oublier les vergers de montagne, quoi. C'est une spécificité qui vous a permis de vous démarquer. Et on savait qu'on avait des variétés locales, donc il fallait les préserver, les pérenniser, quoi. Aujourd'hui, on compte combien d'arbres dans ce verger d'un hectare et demi, un hectare. À peu près 160 arbres qu'on a plantés, qui sont issus pour la plupart de la pépinière. Bon, certains anciens qu'on a réussi à sauver, les autres viennent de la pépinière, donc de greffons qu'on a collectés et qu'on a plantés, greffés au bloc pépinière, parce qu'un verger conservatoire a plusieurs blocs. Vous avez le bloc référent qui répond au cahier de charge des vergers conservatoires au niveau national. Et puis un bloc collection où nous sommes actuellement, où on replante ce qui a fructifié au bloc pépinière. Voilà. Donc on sait tout sur les blocs. Alors quelles sont les missions de ce verger? Les missions de ce verger, c'est d'une part, comme je le disais déjà, de préserver les variétés locales, et puis en même temps de préserver et de pérenniser, de faire une pédagogie pour les savoir-faire qui se sont perdus. C'est vrai qu'il y a tout plein de choses qui se sont perdues. Actuellement, les gens ne savent plus greffer, ne savent plus tailler. Donc on s'est dit, parce que nous aussi on était des novices totales, on ne connaissait absolument rien, sinon une sensibilité, je dirais, écologique, c'est tout, au départ. Et on a appris petit à petit à tailler, à greffer avec moult conseils. Et puis aussi travailler sur la production des fruits du début, donc de l'arbre, jusqu'à la transformation. Entre autres, on a au village une distillerie et ça nous permet de transformer ça en eau de vie aussi. C'est un des savoir-faire qui se perd aussi, les bouilleurs de cru, et puis de faire du jus de pomme aussi pour les habitants du village. Alors quels sont les fruits qu'on retrouve dans ce verger principalement des pommes, des poires et des cerises. Mais on a aussi des reines claudes, on a aussi des pêchers, on a même planté quelques plants de vigne aussi. Avec le réchauffement climatique, on ne sait jamais. Un jour, on aura peut-être de la vigne à la Grande Fosse, donc ce sera très intéressant. On parle aussi beaucoup de lutte contre, vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure, contre la perte des anciennes variétés fruitières qui est important de conserver. Oui, mais c'est sûr qu'il faut aller au-delà des 5 ou 10 variétés qu'on trouve dans les supermarchés. Il faut redonner vie à ce qui est local. On parle beaucoup actuellement des circuits courts et de produire local, consommer local. On est tout à fait dans cette économie circulaire qu'on préconise à longueur de temps et que malheureusement on n'applique pas assez, quoi. Alors c'est difficile de l'appliquer cette année parce que le bilan était quand même très compliqué en termes de... Vous auriez dû venir l'an dernier. L'an dernier, on avait une première production de fruits qui était vraiment impressionnante puisqu'on a fait, je crois, presque 300 litres de jus de pomme. Mais cette année, c'est vrai que le climat a été pluvieux, froid au printemps, ce qui fait que cette année, à part quelques rares arbres, on n'a pas de fruits malheureusement, quoi. Donc rendez-vous peut-être l'année prochaine. Alors on viendra voir on espère bien vous revoir l'année prochaine et vous présenter quelques variétés de fruits. Qu'on essaie en plus de ça on essaie de faire un travail sur les variétés actuellement, de connaître les variétés parce que très souvent on ne connaît pas les variétés des arbres qu'on a plantés. Chaque variété a ses spécificités, quoi. Et vous travaillez aussi avec des écoles du secteur? Alors on fait aussi effectivement un travail pédagogique avec les écoles parce que c'est par les enfants qu'on arrive à sensibiliser à une nature un peu plus respectée plutôt, et ça donne envie aux adultes aussi d'être un peu plus respectueux envers cette nature qu'on a un peu vilipendée, je dirais un peu de trop, depuis une 50aine d'années ou même au-delà.
Rendez-vous dans 20 ans alors pour faire le point avec les enfants qui vont... J'espère encore être là dans 20 ans. J'espère aussi. Merci Bernard pour votre accueil ici à la Grande Fosse. Notre émission est terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci pour votre fidélité et merci à Fanny et Vincent pour la réalisation de ces émissions. À bientôt.